Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. La bohème, la bohème. Ah, rangez-vous! Mais le cours. Je suis à vous dans 2 minutes. Hein. Bonjour les troisièmes et bienvenue dans votre deuxième séance sur notre séquence Vision poétique du monde. Alors aujourd'hui on va attaquer notre séance numéro 2 que nous intitulerons La création poétique. Et pour cela on va s'appuyer sur un poème d'Arthur Rimbaud, extrait des Cahiers de Douai, et nous allons l'analyser ensemble. Vous prenez donc votre cours comme d'habitude et à la suite de la séance 1 que vous avez réalisée, vous pourrez noter séance 2, la création poétique, et noter vos réponses aux questions que vous allez devoir faire. Donc je vous rappelle que cette séquence s'intitule Vision poétique du monde au pluriel et que donc nous allons aller un petit peu plus loin que simplement voir que la poésie sert à exprimer l'amour. La poésie sert également à exprimer d'autres choses. Et ici notamment nous allons voir comment Rimbaud parle de la création poétique avec un poème. Je vais donc vous lire le poème qui s'affiche à votre écran, et juste avant, quelques petits mots de vocabulaire qui vous sont expliqués, qu'il faut bien lire avant le texte pour être sûr de ne pas être coupé une fois dans la lecture. Premier mot de vocabulaire, on vous donne le terme de paletot au vers 2. Donc un paletot, c'est un manteau court. Toujours à ce même vers, Rimbaud écrit idéal dans le sens, donc quand il écrit mon paletot aussi devenait idéal, cela signifie que son paletot, son manteau court, était si usé qu'il n'était plus qu'un manteau virtuel, qu'il n'existait plus. Vers numéro 3, j'étais ton féal. Donc le féal veut dire le fidèle vassal, et vassal c'est comme le serviteur. Au vers numéro 4, vous avez l'expression amour au pluriel, puisque le nom amour est féminin au pluriel. Au vers numéro 6, on vous parle de la grande ourse, et la grande ourse est donc une constellation d'étoiles, la grande casserole que vous voyez dans le ciel. Et enfin, au vers numéro 8, un doux froufrou signifie ici un léger bruit causé par un tissu. Maintenant que vous avez donc ce vocabulaire en tête, vous êtes tout à fait capable de comprendre le sens général de ce poème. On y va pour la lecture. Ma bohème, Arthur Rimbaud. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors dans le poème, vous voyez qu'il y a un mot en orange dans le dernier vers, au vers 14, le mot pied. Je vous ai indiqué dans la marge que pied désigne au sens propre une partie du corps et au sens figuré une syllabe dans la poésie latine. Je vais vous demander d'expliquer l'emploi de ce mot dans ce poème, mais ça je vous le demanderai à la question 8. Donc ne l'expliquez pas tout de suite, attendez d'être arrivé à la question 8. Alors ici c'est une séance vraiment d'analyse littéraire, donc prenez bien le temps pour chaque question
de relire votre poème. Si vous pouvez l'imprimer, c'est sûr que c'est génial parce que vous pouvez surligner, entourer. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Vous prenez une feuille de brouillon et vous recopiez les mots qui vous paraissent importants pour telle ou telle question. Pour chaque question, ça va vous demander au moins 5 bonnes minutes de pause, sachant qu'il y a des questions où il faut rechercher des éléments, donc là, vous mettrez le temps nécessaire. Et puis, plus on va avancer dans les questions, plus ça va être des questions complexes. La dernière, par exemple, il faudra bien prendre 10 bonnes minutes pour y répondre. On y va pour les questions. Donc 10 questions sur ce poème. C'est un poème extrêmement riche, qui a plein de choses à nous révéler. Et vous allez avoir beaucoup de choses à découvrir sur ce poème-là. Et on va y aller progressivement. Première question. Quelle est la forme de ce poème? Quelles en sont les caractéristiques? Pour vous aider, appuyez-vous sur la fiche vocabulaire de la poésie. Donc cette fiche vocabulaire de la poésie, je vous rappelle que je vous l'ai transmise avant les vacances. Elle va avec les exercices qu'il y avait à faire sur Learning Apps. Si ces exercices ne sont toujours pas faits, c'est sûr que là, cette question va vous sembler un peu difficile puisque ça reprend des termes techniques que vous êtes déjà censé maîtriser en troisième et que les exercices sur Learning Apps étaient censés vous faire réactualiser, remobiliser. Donc, si vous n'avez pas fait les exercices, je vous conseille vivement de vous y mettre maintenant, d'accord, d'arrêter la vidéo maintenant, de faire les exercices pour bien relire aussi le document PDF et vous serez ensuite beaucoup plus à même à faire cette question-là. Si c'est déjà fait ou si vous êtes un expert en vocabulaire poétique, alors c'est parti. Dans cette question, je vous demande vraiment une analyse formelle. Dites-moi quel type de vers est-ce qu'on a, quel type de strophe est-ce qu'on a et la forme, la structure générale du poème, comment est-ce que cela s'appelle. Ensuite, deuxième question, c'est pour un peu plus comprendre le contexte dans lequel est écrit ce poème et en savoir un petit peu plus sur Rimbaud si c'est un poète que vous ne connaissez pas du tout. Alors on y va, question 2A. Je vous demande de faire une recherche, alors une recherche courte sur la biographie de Rimbaud et de noter les éléments clés. Quand on dit les éléments clés, c'est noter 4 ou 5 éléments qui vous paraissent importants. Par exemple, le nom et prénom de ses parents, pas très important. Par contre, ce qu'il a pu faire dans sa vie et ce qui a pu avoir une influence sur son œuvre, ça par exemple c'est intéressant. D'accord? Donc c'est à vous là maintenant de hiérarchiser les informations et de noter vraiment ce qui vous semble judicieux et important. Quand on parle d'important en littérature, c'est ce qui va vous servir à comprendre un texte et à appréhender mieux un auteur. Appréhender, je vous rappelle que ça veut dire comprendre. Dans cette question de A, je vous demande également de calculer quel âge il a quand il écrit ce poème. Donc ça fait un petit peu de mathématiques, ça fait pas de mal, mais c'est surtout que vous allez voir que l'âge à laquelle il écrit ce poème, ça va aussi vous permettre de comprendre ce qu'il a voulu dire et de pouvoir interpréter correctement ce poème dans les questions d'interprétation. La question 2B, je vous demande de consulter le site france-pittoresque.com, un article bien spécifique, et là de nouveau vous allez devoir noter les informations essentielles sur la signification de l'expression bohème. Donc c'est un article assez long avec quelques éléments très détaillés et donc là justement vous votre rôle c'est d'arriver à prendre seulement ce qui est intéressant, seulement ce qui est le plus important. Je vous rappelle que le but de ces questions c'est de vous faire rentrer dans le poème, donc sélectionnez les informations qui à votre avis vont vous permettre de mieux comprendre le contexte du poème et la signification du texte. Et suite à ça, la question 2C, quelles attentes au pluriel de lecture pouvez-vous donc formuler ? Donc là, il ne faut pas tricher, disons que ça n'a aucun intérêt de faire ça en dernier si vous avez déjà toutes fait les autres questions du poème. Mais donc suite à ces deux questions, question 2A, question 2B, à votre avis, par rapport à cette première lecture, de quoi le poème parle? Quel est le thème? Alors là, je ne vous demande pas une analyse approfondie, je ne vous demande pas 5-10 lignes, en une phrase ou deux, ça doit être fait, d'accord? Mais essayez d'expliquer pourquoi vous vous attendez à ça comme thème, comme sujet, d'accord? Justifiez bien votre réponse par rapport à ce que vous avez trouvé comme élément avant. Alors, question 3, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Je vous demande d'expliquer strophe par strophe ce que fait le poète en résumant avec vos propres mots. Donc la strophe, vous devriez savoir ce que ça veut dire. Si vous ne savez pas, c'est à vous de chercher. En tout cas, ce mot est dans la leçon sur le vocabulaire de la poésie. Mais donc là, on fait vraiment de la paraphrase. Là, on est vraiment dans quelque chose où on essaye de déblayer ensemble le sens du poème. En tout cas, vous allez essayer de le comprendre. Ça vous entraîne très bien pour le brevet blanc la semaine prochaine, de comprendre vraiment ce qu'il veut dire. Donc là, vous prenez strophe par strophe et vous réexpliquez en une phrase chaque strophe, ce qu'elle veut dire, ce que vous comprenez, ce qu'il fait, ce qui se passe, d'accord? Donc là, on est vraiment dans de la compréhension générale.
Question 4, on rentre un peu plus dans le détail. Par quel procédé, attention j'ai mis un S entre parenthèses, donc vous pouvez en trouver plusieurs, le poète exprime-t-il ses sentiments dans la première strophe? Donc là, procédé, si vous avez un doute sur ce que c'est, je vous rappelle que vous avez votre fiche outil numéro 3, il me semble, où vous avez déjà beaucoup de procédés qui ont été listés en cours. Donc appuyez-vous là-dessus et essayez de retrouver des éléments qui vous permettent de dire que dans cette strophe-là, dans cette première strophe, le poète exprime ses sentiments. La question 5, on travaille les figures de style. La question 5A, je vous demande de repérer une personnification dans le premier quatrain et de l'expliquer. Alors quand je vous demande de l'expliquer, c'est qu'est-ce qui est personnifié, avec quoi est-ce que c'est personnifié et quel sens est-ce que ça va apporter. Pourquoi Rimbaud ici a fait une personnification à votre avis? Question 5B, je vous demande de repérer cette fois-ci une métaphore dans le deuxième quatrain et de l'expliquer. Même principe, qu'est-ce qui est comparé et quel est l'intérêt d'avoir une métaphore? Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi Rimbaud a décidé d'utiliser cette figure de style ici? Question 6. Dans quelle situation financière est le poète? Justifiez en citant le texte. Que fait-il à votre avis? Donc là, il faut que vous reparcouriez tout le poème et que vous releviez vraiment des éléments qui vous donnent un indice sur la situation financière dans laquelle il est. D'accord? Donc là, il faut au moins relever 3-4 éléments qui vous permettent de répondre à cette question. Et que fait-il? Que fait-il? C'est la déduction de cette situation-là. Question 7. Je vous demande de repérer un procédé poétique aux vers 6 et 7. Pourquoi Rimbaud l'a-t-il choisi? Quel groupe nominal cela met-il en valeur? Pourquoi ce choix? Alors ici, je ne vous demande pas une figure de style, je vous demande vraiment un procédé poétique. Donc là, c'est ce que vous avez dans votre fiche de vocabulaire de la poésie. Ici, il y a un groupe de mots qui est particulièrement mis en valeur. Vous devez retrouver lequel. Si vous pouvez me donner sa nature, c'est encore mieux. Mais en tout cas, et la dernière partie de la question, c'est vraiment dire pourquoi Rimbaud a mis ce groupe de mots en valeur ici. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, question 8. Quelle est la référence mythologique au vers 13? Expliquez-la brièvement et expliquez le sens de pied au vers 14. Donc ici, la référence mythologique, c'est en lien avec ce qu'on a travaillé dans la séance 1, donc avec la correction qui est disponible en ligne. Donc allez dans le contenu de cours pour regarder la correction de cette première séance. Ça devrait normalement vous mettre bien sur la voie. Et donc en lien avec cette référence mythologique, vous allez expliquer du coup le mot pied ici, la signification de pied au vers 14. Question 9, on va un peu plus encore dans l'analyse. Je vous demande le rôle que joue l'errance pour le poète dans les deux tercets et vous devez répondre en citant le texte. Idem, tercet, vous devriez savoir ce que c'est. Si vous ne savez pas, vocabulaire de la poésie, tout est écrit dedans. Et puis alors, errer, ça veut dire vagabonder, ça veut dire marcher sans but. D'accord? Donc dans ces deux tercets-là, il faut que vous réfléchissiez à ce que cette errance, ce vagabondage, le fait de marcher comme ça sans but précis, qu'est-ce que ça apporte au poète? Qu'est-ce que ça lui permet de faire? Je vous rappelle que là, on est dans les dernières questions, donc a priori, il faut bien que vous appuyez sur toute la réflexion à laquelle vous avez abouti dans les autres questions. Et puis la question 10, une question bilan, où là il va falloir rédiger relativement long, en tout cas il faudra faire entre 5 et 10 lignes. Je vous demande de me dire, quelle vision ce poème donne-t-il de la création poétique? En gros ici, qu'est-ce que Rimbaud nous dit de la création poétique? En tout cas, lui, comment est-ce qu'il arrive à créer de la poésie? Quelles sont les conditions qui lui permettent de créer de la poésie? Voilà, donc normalement vous avez terminé l'analyse de ma bohème de Rimbaud. Donc vous pouvez m'envoyer votre travail, soit en faisant une photo de votre cours, soit en le tapant de manière numérique et en le mettant dans le casier de collecte. Tout est à rendre d'ici ce soir, mardi 27 avril à 17h. Et je vous retrouve jeudi pour la séance 3. Petite question bonus pour celles et ceux qui seraient arrivés au bout de la vidéo. Quels sont les liens entre le poème d'Arthur Rimbaud et l'introduction que j'ai faite dans cette vidéo? Mettez-vous en mode lecture d'images, trouvez-moi le maximum de points communs et les liens que vous pouvez faire. Allez, bonne journée!